Je vais demander à Madame la directrice générale adjointe de bien vouloir procéder à l'appel nominatif. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Monsieur Patrice Leclerc. Présent. Madame Anne-Laure Pérez. Monsieur Mohamed Grichy. Madame Yasmina Attaf. Monsieur Philippe Clochette. Absent, donne pouvoir à Monsieur Roger Duguay. Madame Delia Toumi. Monsieur Grégory Boulor. Madame Alexandra d'Alcantara. Monsieur Roger Duguay. Madame Isabelle Massard. Absente, donne pouvoir à Madame Lafont. Monsieur Belkacem Houchen. Il doit arriver normalement. Madame Céline Lanoiselet. Monsieur Mohamed Binagdan. Madame Zineb Zouaoui. Présente. Monsieur Laurent Noël. Madame Carole Lafont. Monsieur Christophe Bernier. Madame Maria Bianca Fernandez. Madame Nadia Mouadine. Monsieur Ibrahima Ndiaye. Madame Sophia Manseri. Absente, donne pouvoir à Monsieur Grégory Boulor. Madame Sonia Blanc. Absente, donne pouvoir à Sylvie Morel. Monsieur Christian Deschênes. Absent, donne pouvoir à Madame Véronique Desmaîtres. Monsieur Zine Boukrich. Il arrive. Madame Véronique Desmaîtres. Monsieur Richard Mera. Monsieur Khalid Damoun. Madame Aurélie Remacle. Absente, donne pouvoir à Madame Gassama. Monsieur Éloi Simon. Absent, donne pouvoir à Monsieur Ibrahima Ndiaye. Madame Fabienne Moreau. Monsieur Mohamed Didani. Absent, donne pouvoir à Monsieur Khalid Damoun. Madame Mariana Gassama. Madame Elsa Fossillon. Monsieur, Absente, donne pouvoir à Madame Zineb Zouaoui. Monsieur Jacques Briffaut. Monsieur Émeric Labadi. Madame Sylvie Morel. Monsieur Hassen Meharga. Madame Karine Chala. Madame Laetitia Guérardi. Monsieur Sinan Karakus. Madame Christelle Nedelec. Monsieur Ibrahima Diallo. Et Monsieur Philippe Allais. Merci, nous avons le quorum. Alors, Monsieur Simon est absent parce que c'était son anniversaire, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est la seule bonne nouvelle en introduction que je pouvais donner. Madame Blanc, malheureusement, est absente parce qu'elle a perdu sa maman dont les obsèques ont eu lieu hier et nous lui présentons toutes nos condoléances. Et je voudrais ouvrir ce conseil à un hommage à André Barbieux, qui a été conseillère municipale, notamment dans le quartier du Fossé de l'Aumône. Elle a été élue conseillère municipale en 1983 sous la mandature de Lucien Lanternier, puis réélue en 89 sous celle de Jacques Brune. André, qu'on appelait Dédé Barbieux, a consacré plusieurs années de sa vie au service de ses concitoyens. À 49 ans, lors de son premier mandat, elle apportait déjà une expérience de terrain précieuse, forgée par son activité de commerçante sur les marchés. André Barbieux incarnait l'engagement de proximité, responsable du quartier du Fossé aux côtés de Geneviève et Daniel Deligny, de la famille Bardou et d'autres militants communistes dévoués. Elle organisait les fêtes de quartier avec cette énergie communicative qui la caractérisait. Femme de terrain par excellence, elle savait être présente là où les habitants avaient besoin d'elle. Au-delà de son engagement de proximité, André Barbieux était reconnue pour sa vitalité. Sportive accomplie, elle pratiquait quotidiennement la marche et la natation, conservant une forme remarquable pendant de nombreuses années. Cette énergie, elle la mettait également au service de ses convictions, n'hésitant jamais à distribuer des tracts lorsque les circonstances l'exigeaient. Ceux qui l'ont côtoyée se souviennent d'une personnalité entière, aussi dévouée que râleuse, ça elle savait bien râler,
pour reprendre l'expression affectueuse de ses proches. Cette franchise, loin d'être un défaut, témoignait de sa sincérité et de son attachement profond à défendre les intérêts des Gennevilloises et des Gennevillois. En rendant hommage à André Barbieux, nous saluons une militante qui a marqué la vie de notre commune et de son quartier par son dévouement et sa proximité avec les habitants. Et je vous propose d'observer 1 minute de silence en sa mémoire. Je vous propose de nommer notre secrétaire de séance et comme il est arrivé, je vous propose de nommer Khalid Damoun. Y a-t-il une opposition? Il n'y en a pas, je vous en remercie. Est-ce que vous êtes d'accord pour approuver le procès-verbal de la séance du 25 juin? Oui. Une abstention. Je m'abstiens, que j'étais pas là. Une abstention. Je vous propose de passer au premier point d'information. Je remercie M. Piton du département des Hauts-de-Seine qui s'est déplacé jusqu'à nous pour nous faire la présentation sur le collège, le 4e collège de Gennevilliers, qui s'appellera collège Jacques Brune et qui s'implante rue de la Couture d'Auxerre. Alors, il n'y a personne qui vous aide, c'est ça? Merci beaucoup d'avoir fait ce déplacement pour venir nous voir. Alors, un instant. C'est bon. Un instant. Oui. Voilà. Bonsoir. Merci de votre invitation. Hop. Ça tombe bien. Hop. C'est, je dirais, le bon moment pour vous refaire une petite présentation du projet. Alors, vous refaire ce que je vous parle à vous, Monsieur Leclerc. Vous avez déjà eu plusieurs présentations de notre part, mais pas forcément tout le monde ici. Alors, donc on va lancer la phase de travaux là. Donc voilà, on a une étape, un jalon important du projet. Donc le 4e collège de Gennevilliers, donc qui s'appellera collège Jacques Brune, répond. Alors est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. Répond à la saturation des 3 collèges actuels de Gennevilliers, dont le taux moyen d'occupation dépasse les 107%. Alors, en plus, ce chiffre il date un petit peu, donc on est peut-être encore au-delà aujourd'hui. Et à cela s'ajoute le fait que votre ville est dans une perspective de croissance de ses effectifs de collégiens. Donc voilà, ce problème de surpopulation collégien ne va pas se résorber de lui-même, d'où la création de ce 4e collège qui sera donc situé, comme vous l'avez dit, rue de la Couture d'Auxerre, donc là où était située précédemment la maison de l'enfance Youri Gagarine. Alors oui, c'est un peu fade, je vais essayer de vous dire comment ça fonctionne. Vous avez un plan de principe de l'implantation du futur collège. Vous pouvez voir que l'entrée principale du collège se fera sur la rue de la Couture d'Auxerre, donc à l'est, à droite de ce plan,
où sera positionné notamment un jardin plutôt dédié à la faune. Les élèves n'y auront pas accès, ni le public, sauf de manière encadrée. Et puis une fois traversé donc, ce passage-là, ils pourront rejoindre le collège et sa cour de récréation qui seront au centre de la parcelle. Le collège aura une capacité maximale de 600 élèves et aura une unité Ulysse donc pour les élèves en situation de handicap. Le projet comporte 6 logements de fonction qui sont situés à l'ouest donc de la parcelle, donc à gauche, ici, sur la rue Arthur Rimbaud, et un gymnase qui pourrait être accessible lui aussi depuis la rue Arthur Rimbaud. Et donc, cette implantation permet de dissocier les flux, donc flux d'élèves et de professeurs venant donc par la rue de la Couture d'Auxerre à l'est, et les flux logistiques, notamment le personnel qui viendra en voiture, la livraison de la restauration par la rue Arthur Rimbaud. Je n'ai pas parlé de la restauration, c'est important que j'en dise un mot. Donc le collège sera doté de cuisine permettant la production de repas sur place pour les élèves. Voilà un aperçu de la volumétrie du projet tel que conçu par notre maîtrise d'œuvre qui est l'agence AIA pour architectes et ingénieurs associés. Donc vous pouvez voir que les volumes en termes de dimension sont un intermédiaire entre les logements collectifs qui se trouvent au sud de la parcelle et à l'ouest, d'une part, et les maisons individuelles de plus petit gabarit au nord. Donc le collège, lui, au maximum, va jusqu'au 2e étage. Et vous avez là une perspective qui donne une idée de ce à quoi ressemblera l'entrée dans le collège depuis la rue de la Couture d'Auxerre. Alors c'est une perspective issue du concours, un peu adaptée, mais donc voilà, elle n'est pas complètement juste. Il y a des choses qui ont bougé depuis. On aperçoit un local vélo qui ne sera pas tout à fait là, bon, mais ça donne l'idée. Voilà, vous avez, donc en entrant sur le site par la rue de la Couture d'Auxerre, vous aurez à droite un espace végétalisé qu'on ne voit pas trop, mais qui est fermé par une clôture, et donc un parvis intérieur qu'on voit là face à nous et qui mène jusqu'à l'entrée du collège et à la cour de récréation. Sur le plan environnemental, on avait fixé des objectifs relativement ambitieux. Le collège a un impact carbone relativement faible, donc qui va au-delà des exigences réglementaires actuelles, et notamment par le recours important à des matériaux biosourcés. La structure du collège, notamment, c'est une structure qui mixte le béton et le bois. On a des exigences très élevées sur le confort d'été. Voilà, on a eu pas mal d'échanges en phase de conception avec les maîtrises d'œuvre sur ce sujet-là, afin qu'ils puissent résister aux situations caniculaires. Donc on a des protections solaires orientables de manière systématique sur toutes les façades sauf au nord. On a des ouvrants, de la ventilation nocturne. Voilà, donc ça a été pensé assez finement. On a notamment des dispositifs de ventilation naturelle en toiture pour toutes les salles de classe qui sont en étage. On a des toitures qui sont quasi totalement végétalisées. Et au-delà des toitures, on a une parcelle pour les espaces extérieurs qu'on a cherché à végétaliser au maximum, avec notamment beaucoup de plantations d'arbres pour compenser les abattages d'arbres qui ont dû être faits au printemps dernier, avant le printemps dernier. Voilà, on a dû abattre une 50aine d'arbres qui étaient situés dans la partie en fait, la plus facile à construire du site, malheureusement, la partie à l'ouest. Et donc, il y a ces 70 arbres qui vont être replantés dans le cadre du projet. Signaler peut-être pour terminer sur ce volet-là, le fait que les eaux de pluie vont être largement infiltrées à la parcelle et une partie va être récupérée pour servir d'arrosage pour le potager pédagogique.
Hop. Alors le site présente en particulier à 2 contraintes fortes pour ce projet. Le premier, c'est la pollution des sols. Voilà, on a découvert en faisant les diagnostics qu'il y avait divers polluants sur le site, en particulier sur la partie ouest du site. Donc vous pouvez les voir là sur le schéma, représentés en taches de couleur les zones de pollution concentrée. En rouge, vous avez les zones de pollution concentrée qui vont être traitées par terrassement. Donc on va terrasser ces zones-là et les évacuer dans des filières adaptées. En violet, vous avez une zone où se trouvent des gaz des sols qui, eux, vont être traités par une technique de venting, où je vous passe les détails, mais voilà, avec des systèmes de charbon, on fait circuler l'air, on récupère l'air qu'on extrait, donc avec les gaz polluants, et ils sont captés. Et puis, plus généralement, tous les espaces de terre qui seront accessibles aux élèves vont être décapés sur 30 cm et remplacés par de la terre végétale saine pour pas qu'ils aient accès à, voilà, parce qu'il y a une pollution diffuse en métaux lourds sur le site. Voilà, donc ça c'est une contrainte forte. On espère qu'on n'aura pas de découvertes supplémentaires pendant les travaux. Et la deuxième contrainte forte, alors qui est plus positive, c'est la biodiversité du site. On a 2 espèces protégées sur le site, les moineaux et les hérissons. Et donc, de ce fait, on a dû mettre en place un certain nombre de mesures. Et d'ailleurs, la ville de Gennevilliers y a participé, puisque donc, il y avait des moineaux qui nichaient au niveau des toitures de la maison de l'enfance Yuri Gagarin. Et donc, avant que la ville réalise leur démolition, vous avez mis en place des nichoirs de substitution pour les moineaux, pour qu'ils puissent, voilà, en lien avec la LPO, en lien avec la DRUAT aussi, qui avait dit tout ça. Et nous, sur le projet définitif, on va mettre en place un certain nombre de dispositifs pour, en plus des nichoirs que vous installez en limite nord de la parcelle. Je ne sais pas si j'ai un pointeur ou pas là-dessus. Non, peut-être. Je pense que c'est trop... Ah, pardon. Bon, c'est trop loin. Mais peu importe, donc vous avez construit vos services techniques ont mis en place un dispositif, un mur avec un ensemble de nichoirs pour les moineaux qui vont potentiellement être utilisés le temps des travaux par les moineaux. Et nous allons installer un certain nombre de nichoirs sur le bâtiment une fois construit. Pour ce qui concerne les hérissons qui étaient nombreux sur la parcelle et qui même se reproduisaient dans cette zone. Donc on a notamment des abris pour hérissons qui vont être mis en place. Les clôtures vont être pensées pour permettre le passage des hérissons. Et puis voilà, la végétation aussi va être propice à la fois à apporter de la nourriture pour les moineaux et pour les hérissons. Voilà. Ah, et aussi peut-être signaler que sur les hérissons, vous êtes aussi intervenu en fin d'année dernière ou début d'année de cette année, puisque vous avez organisé l'évacuation des hérissons qui étaient présents sur site. Nous, on va devoir passer avec un écologue là, avant le démarrage de nos travaux pour s'assurer qu'il n'y a pas de nouveau d'hérissons qui sont venus s'y installer. Et puis on a un certain nombre de dispositifs pendant la phase de travaux qui vont être mis en œuvre pour éviter que les hérissons rentrent dans la parcelle et se retrouvent tués par les engins de chantier. Et puis pour terminer, quelques mots sur le... Ah pardon, hop, il manque une slide normalement. Ah non, ça va être à l'oral. Sur le chantier, donc notre chantier devrait démarrer à la fin de l'année. Ce chantier, il fait l'objet d'une charte faible nuisance. Bon, c'est assez classique maintenant hein, sur les projets. Mais voilà, on a tout un cahier des charges que les entreprises se sont engagées à respecter sur la gestion des déchets, la réduction des nuisances acoustiques. Donc voilà, on a un certain nombre de contraintes. Normalement, il y a un suivi, il y aura une surveillance des bruits de chantier avec des appareils de mesure en fait. Et avec un seuil à respecter, nous on sera alertés si le seuil est dépassé. Par exemple, les véhicules avec des bips de recul sont interdits. Il faut qu'ils utilisent ce qu'on appelle aujourd'hui le cri du lynx, qui est beaucoup moins gênant sur le plan acoustique. Voilà, donc c'est tout un tas de dispositifs pour essayer de limiter autant que possible les nuisances acoustiques.
Et puis, j'y ai fait un petit peu allusion tout à l'heure, il y a des mesures notamment sur la biodiversité pour éviter que voilà, les hérissons rentrent sur le site, mais par contre puissent s'en échapper. Et puis, en ce qui concerne le planning de ce chantier, donc, on va avoir une période de préparation du chantier, tout d'abord, à la fin de l'année, et la mise en place des installations de chantier elles-mêmes va démarrer, va s'étaler de novembre à janvier prochain. Et puis on va démarrer le chantier par la phase de dépollution que je vous ai décrit un peu tout à l'heure et par les terrassements. Et ça va en gros s'étaler si tout se passe bien, si on n'a pas de découverte fortuite de pollution supplémentaire, ça s'étalera en gros du mois de janvier jusqu'au printemps. Et la livraison, du coup, donc nous, on devrait avoir une fin de travaux en début 2028 et donc une rentrée des élèves qui pourra se faire en septembre 2028. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Alors on apprend la date, puisqu'on nous on avait dans nos têtes en septembre 27, mais ce sera 28. Oui, on était un peu juste en calendrier pour 2027, déjà en début d'année. Ça se jouait vraiment, il n'y avait pas de marge. Et voilà, et cet été, on a pris un aléa on a perdu 2-3 mois. Donc voilà, et là du coup c'est plus tenable du tout la rentrée de septembre 2027. Bien. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait des questions parce que votre présentation était bien complète entre la protection de la faune et de la flore et pas de la flore un peu moins mais de la faune. Les implantations ensuite d'arbres qui vont avoir lieu parce qu'effectivement vous allez en planter beaucoup. Et puis la qualité architecturale du collège fera un bel édifice. Nous, ça va se fêter parce que ça fera au moins 40 ans qu'on demandait un 4e collège. Donc, au bout de 40 ans, on va l'avoir. Et peut-être que ça fera diminuer les effectifs des autres collèges si notre population scolaire n'augmente pas de trop. Merci beaucoup. Merci vraiment. Je pense juste un truc, c'est qu'il faudrait qu'on prévienne les habitants quand même au début des travaux. Il faut qu'on regarde comment ça s'organise. D'accord. D'accord. Ben merci. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au point d'information suivant sur la rentrée scolaire. Je crois que c'est Delia Toumi qui prend la main sur l'appareil. Ah oui. Elle a le diaporama sur son ordinateur, mais pas à l'écran. C'est classique. Bien, bonsoir. En tout cas, je vais recevoir mes consignes si j'ai pas fait tout ce qu'il fallait. Je le remets à pleine page ou... D'accord. Wow. Merci. Donc tous les ans, vous savez qu'on vous fait après la rentrée en conseil municipal un rapide point de rentrée. On commence toujours par les sujets qui ont été un petit peu sujets à activation du militantisme et de la force combative des jeunes Villois.
Et donc là, on fait un petit point quand même sur la démographie scolaire. On accuse depuis l'année dernière un léger recul du nombre d'élèves, puisqu'on passe de 5 704 élèves à 5 516 d'après nos derniers comptages, avec l'IEN de circonscription. On est néanmoins sur des effectifs qui seront à nouveau à la hausse dès 2028 et pour certains secteurs un peu en 2027. Donc nous n'avons pas de relâchement de la pression ni sur le bâti scolaire en perspective, ni sur le nombre de postes d'enseignants dont nous allons avoir besoin. Je glisse du coup sur la question des ouvertures et fermetures de classes. Cette légère baisse démographique a fait passer au regard de la direction des services académiques du 92 un certain nombre d'écoles en dessous de seuil qui pour eux justifiaient des fermetures de classes. On a un solde de 13 fermetures. La dernière est arrivée assez tardivement sur l'école maternelle Aubrac, que je n'ai pas rajouté. Vous avez ensuite 2 ouvertures qui sont l'une liée à la démographie en élémentaire et l'autre qui est liée à la création sur une énergie croisée de la ville pour le parti locaux et de l'éducation nationale sur un projet d'école d'un dispositif pour les enfants de moins de 3 ans sur l'école Berthe Morisot. Quand cette diminution de l'effectif des enfants dans nos écoles du premier degré est légèrement à la baisse, vous remarquerez que nous n'avons pas fait reculer l'investissement que l'on y met pour les fournitures scolaires, puisque c'est la première ligne que vous voyez affichée. Par exemple, il y a une augmentation de 10% pour les maternelles comme les élémentaires et une dotation complémentaire pour les enfants qui sont dans les unités locales d'inclusion scolaire. On a maintenu effectivement non seulement une scolarité gratuite, mais avec une tentative d'absorber l'inflation. Nos équipements sportifs, le matériel pédagogique font partie des dotations régulières des écoles et nous continuons à fournir les classes en dictionnaire, même si le choix des équipes éducatives et le nôtre, par la concertation, fait que nous équipons plutôt les classes que chacun des enfants. Nous sommes particulièrement attentifs aussi à cette dynamique partenariale que vous entendez à chaque fois que je parle d'un projet, tant d'accompagnement pédagogique des équipes que d'équipement. On est toujours extrêmement volontariste sur l'envoi de l'ensemble de nos élèves qui passent en CM1 en classe transplantée. Évidemment, il s'agit d'un dispositif de l'éducation nationale qui est très largement porté sur la ville par les enseignants et que nous appuyons logistiquement dans la co-construction des projets sur site et par la gratuité qui, vous vous en doutez, fait partie de notre logique de gratuité de l'école, puisque c'est un projet d'école, quand bien même se tient-il hors les murs. On a aussi toute une série de projets liés à l'éducation au développement durable, comme une des thématiques majeures qui est développée dans les établissements scolaires, qui passe aussi par ce qu'on verra ensuite dans la façon de pratiquer le tri et de travailler contre le gaspillage en restauration. Cette question d'éducation et développement durable prend forme aussi dans le gros investissement que vous avez fléché depuis le début du mandat autour du projet des Natures en cours. Nature en cours, c'est cette révision complète avec une très grosse concertation menée par Décret des villes, qui pour le coup arrive à un niveau de finesse dans le rendu lié à la concertation qui est extrêmement satisfaisant. Donc ce projet consiste non seulement à renaturer les cours d'école, comme le titre l'indique, mais aussi à ne pas oublier que ce sont des cours et que donc ce sont des espaces de vie des élèves pour lesquels on a des orientations éducatives à mener, entre autres la question de l'occupation de l'espace, quel que soit le genre de l'enfant. On a toute une série de projets autour de la diversité linguistique que vous suivez depuis la petite enfance, qui elle aussi est embarquée dans ce grand travail de soutien à l'éveil aux langues, puis aux apprentissages, puisque nous avons puisque nous avons des étudiants de la Sorbonne qui interviennent
dans les classes de CP et de CM2 aux côtés des enseignants. Nous avons une politique volontariste autour du livre, donc Monsieur le maire ne cesse de rappeler la place de la lecture dans l'épanouissement et l'émancipation des individus. En tout cas, c'est ce qu'il dit aux enfants. Et donc nous soutenons non seulement le prix littéraire, mais en matière scolaire, évidemment, les BCD, donc c'est bibliothèque, centre de documentation. En termes de soutien aux apprentissages, on va aussi, à travers nos différents appels à projets et nos dispositifs comme le TER, donc temps d'études requalifiées, les études du soir, sur un travail assez fin avec les enseignants quant aux attendus du travail personnel, à ce que l'on peut proposer comme cadre et comme adulte encadrant. Vous avez en bas dans la marge en rouge, je vous prie de m'excuser, tout le travail sur le socle numérique que je peux reprendre dans la diapositive suivante, que vous avez déjà vu quand m'a été posée la question en fin de conseil municipal du désengagement qui aurait été celui de la municipalité en termes éducatifs. Alors je reprends cette diapo qui a juste été actualisée, mais donc vous la connaissez déjà. J'insiste sur le fait que nous sommes cette année scolaire sur la généralisation des ENT, donc environnement numérique de travail, et nous avons un travail d'équipement, donc à la fois avec le socle numérique de base, puisque tous les enseignants sont, par exemple, dans ce socle, tous les enseignants sont progressivement équipés d'ordinateurs portables, mais aussi les projets numériques villes de la DSI avec une dotation d'équipement numérique à hauteur de 70 000 € par an, auquel il faut ajouter 30 000 € supplémentaires pour le renouvellement du matériel, puisque c'est bien la difficulté avec le matériel informatique, c'est qu'il a une pérennité quand même assez courte. On a par ailleurs des appels à projets éducatifs, puisque le numérique, c'est pas seulement un équipement de projection ou de diffusion. Il s'agit effectivement de venir appuyer toutes les appétences des enseignants en termes de programmation autour du numérique. Il peut s'agir d'exploration par les élèves de différents outils autour de la robotique. Ça peut être un travail sur ce à quoi ils doivent exercer leur esprit critique en termes d'information, d'intox, de contenu numérique, d'exposition de leurs données personnelles, tous les projets que peuvent mener les enseignants. Donc nous venons sur un budget de 20 000 € par an pour soutenir ces projets-là. Je passe la partie partenariat que vous avez déjà eue il n'y a pas très longtemps. Je parlais tout à l'heure de la question du développement durable. Alors il s'agit aussi du cadre légal, donc nous plions au cadre de la loi Egalim, et vous savez que les cantines scolaires ont désormais rouvert avec les nouvelles modalités du CIREC en termes de conditionnement et de réemploi sur de l'inox. Donc on n'est plus en poche, ça a nécessité une fermeture du CIREC et un long travail de mise en conformité, une préparation de nos équipes. Là, les enfants ont donc, en termes de restauration scolaire, quelque chose qui n'est pas un moteur d'utilisation du plastique. On a travaillé, je vous l'ai déjà dit, sur la question du gaspillage alimentaire. C'est intéressant parce qu'il y a des pesées qui sont assez éclairantes dans les écoles. On pourra faire un point à un autre moment, et peut-être pas moi qui le ferai. On a travaillé sur la question des composantes en maternelle et la labellisation EcoCert, qui est la nôtre, qui devrait être renouvelée pour la 4e année consécutive. Je parlais de la difficulté pour nos agents et donc des aménagements qui avaient été nécessaires en termes de restauration scolaire et de contenants avec les grandes cuves inox. J'en profite pour rappeler que nous mettons des moyens extrêmement conséquents dans le personnel municipal dans les écoles. Là, nous travaillons donc à un service public pour ces petits usagers au plus près des besoins. Vous savez qu'il y a 99 ATSEM dans nos écoles maternelles qui permettent de couvrir, alors on est à plus de 75% dans toutes les écoles de la ville. Les fermetures ont parfois permis de monter à 80% dans certaines écoles, 83%. Les agents techniques et les agents d'office permettent, eux, d'assurer un service d'entretien et de restauration de qualité dans l'ensemble de nos locaux scolaires, et je crois qu'ils commencent à être légitimés dans le regard de chacun en termes de rôle éducatif qui est le leur,
alors sur un autre secteur que le médico-social qui suit des ATSEM et sur un autre secteur que le pédagogique qui suit des enseignants. Mais indéniablement, on a des agents en nombre qui sont aux côtés de nos enfants dans une posture éducative. Le travail sur les ATSEM est quand même malgré tout récent dans notre ville, même si on avait des agents en assistance. Et je vous avais annoncé à la création des ATSEM qu'il y aurait une charte, parce que ici, la déclinaison de l'attelage entre éducation nationale et ville se fait avec cette vitrine qu'est les ATSEM, mais se fait selon des modalités qui sont propres à ce terrain partenarial. Et donc la charte vit. Il y a eu une grosse évaluation l'année dernière du fonctionnement du SERA et de la charte des ATSEM. On a un retour de champs qui sont encore à affiner, mais avec une perception très positive des agents et des partenaires éducatifs, des conditions et modalités de travail en commun, ville-école, autour de ces deux champs-là. D'ailleurs, il y a eu l'organisation d'une semaine académique des maternelles et nos ATSEM y ont participé en duo avec les enseignants avec lesquels ils coopèrent au quotidien et nous allons accueillir cette année scolaire la semaine académique des maternelles à Gennevilliers. Je raccourcis. Je disais qu'on commençait par les sujets un petit peu tendus. Alors c'est un sujet tendu mais à la fois extrêmement satisfaisant. Nous avons réussi à lancer la rénovation du groupe scolaire Henri Vallon. Vous savez qu'aux Agnettes, il y avait un déséquilibre calendaire entre la livraison du groupe scolaire Joliot-Curie, flambant neuf, et le groupe scolaire Henri Vallon qui attendait sa remise en état pour être lui aussi un phare scolaire dans ce quartier qui est en pleine rénovation. Donc ce groupe scolaire sera livré à la rentrée 2027. Normalement, l'aménageur a été sélectionné pour que ça soit bien rentrée 2027. Donc les travaux sont réalisés dans le cadre d'un marché global de performance et c'est donc GA qui est à la manœuvre, qui a été sélectionné en 25 et qui, pour un budget de en tout près de 27 millions d'euros, va pouvoir offrir un nouveau groupe scolaire aux enfants. On a un gros travail autour de ce qu'est aussi la richesse d'un chantier, appropriation des nouveaux locaux par les usagers, les habitants, découverte des métiers du bâtiment, inscription des locaux dans la ville, concertation nature en cours, là, décret des villes intervient à nouveau, la CAE du 92 sur l'appropriation des locaux, et on a une énergie qui est très forte sur la projection pour les nouveaux bâtiments. En attendant, on a réussi à préserver, bien que ce fût acrobatique, mais on savait que ça serait tendu, on a réussi à préserver le fait que les enfants ne soient pas en site occupé avec des travaux pendant des rénovations qui auraient duré à minima 4 ans. Donc on a un calendrier extrêmement serré qui se déroule sur 2 années avec une école provisoire qu'on appelle donc Henri Vallon provisoire au quotidien et qui est implanté dans les anciens bâtiments de Joliot-Curie, ancienne version. Si vous vous êtes retrouvés dans ces glissés, j'insiste quand même sur la qualité de la concertation et direction avec les directions d'école qui est menée depuis mars 2025. Je pense que le lien est quasiment quotidien avec eux, que les inquiétudes, que les solutions et que le temps du dialogue méritent quand même un coup de chapeau. Donc tant aux directions des écoles ou à la commission de l'éducation nationale en termes de patrimoine bâti que de remerciements qu'on doit adresser quand même à nos équipes qui sont au quotidien auprès de ce groupe scolaire. Et je vous remercie. Merci Madame Toumi. Je vous propose le 3e et dernier point d'information sur le bilan des activités d'été. C'est Monsieur Libouban, qui va nous présenter cela. Ça y est, on est rentré dans l'hiver, il fait nuit et froid. Oui, c'est l'automne.
ça marche. Bonsoir. Les vacances d'été à Gennevilliers, donc c'est comme ces dernières années, évidemment, l'été aux Cévines avec un très grand succès autour des bassins. Donc les centres de loisirs qui sont accueillis le matin, tous les matins, avec des nuitées chaque soir sur le site, avec un accès au bassin. Les après-midi à partir de 15h, donc ouverture au public avec diverses activités. La culture était présente avec la ludothèque, des temps de lecture, des concerts, les sports avec évidemment de nombreux ateliers, des olympiades et de grands jeux. L'enfance était également présente pour accueillir les jeunes Villois, et les activités phares qui ont été marquantes cet été, ça a été évidemment le paintball et l'éco-pâturage. Nous avons eu également des ateliers autour de la transition écologique, autour de la lutte contre les violences faites aux femmes, et notamment une après-midi avec la présence de Clarisse Agbenenou autour de la place de la femme dans le sport, et c'est une après-midi qui a été très plébiscitée. L'été aux Cévines, ce sont également des associations qui contribuent donc à l'animation du site, la boxe, la gymnastique rythmique, le tennis club, le roller derby. Donc c'est un temps qui est très apprécié, et comme l'an dernier, nous atteignons les 15 000 visiteurs, ce malgré les intempéries. Donc, ce qui veut dire que les jours où il y avait du soleil, la fréquentation était très forte comparativement aux années précédentes. Les autres parties de l'été, ce sont évidemment les accueils dans les structures, notamment avec le service municipal de la jeunesse, qui avait au mois de juillet 6 structures de proximité ouvertes, avec en moyenne 180 jeunes accueillis chaque jour, plus de 10 activités quotidiennes et des temps forts organisés tous les mois. Au mois d'août, les structures de proximité sont fermées, et donc il y a un regroupement à l'espace Nelson Mandela avec près de 200 jeunes inscrits et plus de 80 jeunes présents chaque jour, avec 3 à 5 départs en activité par jour. L'été pour la jeunesse, ce sont également les séjours. 100 jeunes Villois à la découverte de nouveaux horizons aux 4 coins de l'Europe, avec des séjours en Sardaigne, dans les gorges du Verdon, au Portugal ou en Espagne. Donc une soixantaine de jeunes qui sont partis sur ces séjours. Sont aussi des séjours en camping qui sont organisés par les jeunes des différentes structures jeunesse aux 4 coins de la France, dans les Hautes-Alpes, dans l'Hérault, en Provence et en Vendée. Voilà, donc 28 jeunes qui ont participé à ces temps de camping auto-organisés. Et enfin, voilà, là aussi, l'activité phare de l'été pour le service jeunesse, c'est le trek en Cappadoce, avec 12 jeunes qui se sont engagés pour soutenir une association, la Bulle de Jade, qui aide les enfants porteurs de handicap. Ces jeunes ont marché 250 km en Turquie. 6 entreprises partenaires ont financé en fait l'action de solidarité autour de ce parcours, et 12 000 € ont été récoltés et donc remis à la Bulle de Jade la semaine dernière. Du côté des espaces socioculturels, là aussi, des sorties, évidemment, qui sont organisées par l'espace Aimé Césaire et par l'espace Saad Apsi. Voilà, des sorties culturelles, des bases de loisirs, des sorties à la mer, et toujours une fréquentation soutenue. 410 jeunes Villois qui ont bénéficié des actions proposées par l'espace Saad Apsi, et 655 pour l'espace Aimé Césaire. Enfin, l'été, ce sont les séjours organisés par le service municipal des séjours éducatifs. Ce sont 522 enfants qui sont partis cet été avec 3 prestataires extérieurs. Voilà, donc la société Regard, Vels et Loul. 21 villes qui ont été visitées, 9 pays sur l'ensemble des séjours.
Voilà, le pôle pédagogique est mobilisé pour suivre l'activité des séjours et accompagner les partenaires extérieurs. Les séjours d'été, ce sont aussi les séjours dans les structures municipales avec l'accompagnement des animateurs de la ville. Et donc, ce sont effectivement des propositions qui sont très prisées. 59% des enfants partent sur les propriétés municipales. Voilà, et donc ces séjours d'été, quelques images pour clore cette présentation. Voilà, sont des visites, des activités, beaucoup d'ouverture pour les enfants. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup pour cette présentation. Avant d'aller aux délibérations, je vous rappelle que les conseillers intéressés ne doivent pas prendre part au vote des délibérations sur lesquelles ils pourraient avoir un intérêt. Délibération numéro 1, Madame Moidine. Alors, il s'agit de la délibération qui concerne l'autorisation de signature du contrat de développement département-ville pour la période 2025-2027. Ce contrat, il a été créé par le département en 2011. Il constitue aujourd'hui le support principal de l'aide départementale aux communes, notamment en matière d'investissement. Il s'agit ici du 4e renouvellement pour notre ville. Et donc, pour la période 2025-27, le contrat prévoit un volet d'investissement plafonné par le département à 7 millions d'euros avec 2 opérations principales fléchées. 5 millions d'euros pour le groupe scolaire Henri Vallon et 2 millions d'euros pour la 2e phase des Chantraines. Et un volet de fonctionnement d'un montant global de 1 966 000 euros, incluant les crédits politiques de la ville et la prévention de l'indélinquance, avec notamment 3 thématiques principales qui seront fléchées dans le secteur de la petite enfance, du sport avec un accent sur l'accessibilité et la culture avec des actions en faveur de l'accès à la connaissance et des pratiques culturelles. Il est donc proposé au Conseil d'autoriser la signature de ce contrat pour la période 25-27. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 2, Madame d'Alcantara. Oui, bonsoir. Il s'agit de l'attribution de subventions à des associations locales dans le cadre du contrat de développement département-ville. Merci. Y a-t-il des questions? Qui est pour? L'unanimité. Je rappelle que M. Noël, M. Grichy, M. Dany, M. Ndiaye ne prennent pas part au vote. Délibération numéro 3, M. Houchen. Bonsoir. Il s'agit d'attribuer une subvention à la Caisse des écoles dans le cadre des actions de promotion de la santé subventionnées par l'Agence régionale de santé. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Mesdames Toumi, Hélène Oiselet, Nedelec et messieurs Mera et Noël n'ont pas pris part au vote. Délibération numéro 4, M. Houchen. Il s'agit d'autoriser la signature d'une convention entre le département des Hauts-de-Seine et la ville de Gennevilliers relative à l'organisation et au financement des activités du Centre de santé sexuelle, CSS. Merci. Même vote. Même vote. La 5, Madame Attaf. Oui, il s'agit de l'autorisation de signature d'une convention entre le département des Hauts-de-Seine et la ville de Gennevilliers relative à l'organisation et au financement des activités de protection maternelle et infantile. Merci. Même vote, l'unanimité. Même vote. Merci. La 6, M. Boulard. Oui, bonsoir. Il s'agit de l'autorisation de signature de la convention transitoire de coopération interservices portant sur l'exploitation d'une autorisation de service autonomie à domicile, aide et soins, le SAD, entre l'association gérontologique d'Anières et de Bois-Colombes et la ville de Gennevilliers pour son service de soins à domicile, le SIAD. Merci. Pas de questions, pas d'intervention. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. La 7, Madame Attaf. Oui, il s'agit de la création de 2 postes pour les crèches de la direction de la petite enfance. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. La 8, M. Damoun. Bonsoir. Il s'agit de la modification de poste au sein de la direction municipale de l'enfance et de la direction de la culture et de la jeunesse. Merci. Pas d'intervention. Même vote, l'unanimité. Merci beaucoup. La 9, M. Ndiaye. Bonsoir, Monsieur le maire, chers collègues. Cette délibération concerne la transformation de 2 postes au titre de la promotion interne pour l'accès au grade d'ingénieur territorial catégorie A.
Merci. Une délibération technique, l'unanimité. Je vous remercie. La 10, Madame Moadine. Il s'agit de l'instauration du régime indemnitaire portant sur l'indemnité de suivi d'orientation des élèves ISOE par fixe et modulable pour les professeurs du conservatoire et de l'école municipale des Beaux-Arts Édouard Manel de la direction de la culture et de la jeunesse. Merci. Non, j'éteignais le micro de Monsieur Ndiaye qui ne l'avait pas fermé. L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 11, Monsieur Houchen. La délibération concerne la modification de la rémunération des médecins vacataires intervenant dans les centres de protection maternelle infantile, PMI, de la collectivité. Même vote. Je vous remercie. La 12, encore Monsieur Houchen. Il s'agit de l'actualisation du tableau des effectifs des médecins, chirurgiens, dentistes et psychologues de la direction municipale de la santé et de la prévention, DMSP. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Madame Toumi, la 13. Il s'agit de modifier les périmètres scolaires, mais seulement pour pouvoir intégrer l'allée Yvette Roudy. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. La 14, Madame Toumi. C'est une délibération qui consiste à faire glisser le portage administratif et financier de la cité éducative à la caisse des écoles et entre autres il s'agit d'autoriser désormais l'avenant au contrat de collaboration et de recherche et de cofinancement dans le cadre de l'appel à projet CIREX et CY Initiative qui collaborent sur la cité éducative avec l'université de Cergy à des travaux de recherche sur la culture du changement sur la cité éducative. Merci. Pas de questions. L'unanimité. Merci beaucoup. La 15, Madame Lanoiselet. Alors, il s'agit d'attribuer une subvention pour l'association Silwan Al-Hayat dans le cadre de la reconstruction de son centre Al-Boustan de Jérusalem, dans le cadre d'un partenariat de coopération décentralisée avec l'Agence française de développement. Merci. Pas de questions. L'unanimité. Merci beaucoup. La 16, Monsieur Labadie. Il s'agit d'autoriser la signature d'une convention de partenariat avec l'inspection académique des Hauts-de-Seine et le cinéma Le Rex de Châtenay-Malabry pour l'opération Maternelle et Cinéma 2025-2026. L'unanimité, merci beaucoup. La 17, Madame Morel. Il s'agit, dans la continuité, de l'autorisation de signature d'une convention de partenariat avec l'inspection académique des Hauts-de-Seine et le cinéma Le Rex de Châtenay-Malabry pour l'opération École et Cinéma pour la saison 2025-2026. Alors on précisera qu'ils ne vont pas à Châtenay-Malabry, mais mais c'est eux qui sont leaders sur le système. Non, c'est le cinéma référent. L'unanimité, je vous remercie. La 18, Monsieur Grichy. Alors il s'agit d'attribution de subventions aux associations dans le cadre de la dotation politique de la ville pour l'année 2025. Merci. Pas de questions. L'unanimité, je vous remercie. La 19, Monsieur Duguay. Oui, il s'agit donc d'attribution de subventions départementales au titre du contrat de développement département-ville, CDDV, prévention de la délinquance. Merci. Alors, Madame Gassama, Madame Fernandez, Madame Attaf et Madame Faucillon ne prendront pas part au vote. L'unanimité, Moiselle. L'unanimité. La 20, Madame d'Alcantara. Il s'agit d'attribuer des subventions aux associations dans le cadre du contrat de développement département-ville pour la mise en place d'actions en faveur des habitants des quartiers prioritaires pour l'année 2025. Merci. Alors, Mesdames Moadine, Zouaoui, Gassama, Fernandez, Attaf, Faucillon, Toumi, Nédélec, Lanoiselet, Chala et Messieurs Mera, Noël, Blanc, Damoun ne prendront pas part au vote. L'unanimité du reste. Je vous remercie. La 21, Monsieur Damoun. Il s'agit de l'autorisation de signature de l'avenant numéro 1 de la convention de gestion établie entre la ville de Gennevilliers et le Tamanoir pour l'attribution de 2 subventions municipales. Merci. Mesdames Zouaoui et Moadine ne prendront pas part au vote. Est-ce qu'il y a l'unanimité du reste de la salle? Oui. Merci. La 22, Madame Moreau. Il s'agit d'une autorisation de signature de l'avenant numéro 2 à la convention d'exploitation entre la ville de Gennevilliers et le théâtre de Gennevilliers concernant le contrat engagement quartier 2030 et pour l'attribution d'une subvention municipale annuelle.
Merci. Alors, mesdames Gassama, Fernandez, Attaf et Faucillon ne prendront pas part au vote parce qu'elles détestent la culture. Le reste est pour la culture. Je vous remercie. L'unanimité. La 23, madame Lanoiselet. Alors, il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle à destination de l'association Kido d'Asie, association genevilloise qui intervient dans le domaine culturel auprès de nos habitants, notamment de la culture asiatique. Je vous ai dit une bêtise sur la délibération précédente. Tout le monde pouvait participer au vote. Voilà, donc, l'unanimité totale. Sur celle-ci, la 23, tout le monde peut participer, qui est unanimité. Je vous remercie. La 24, monsieur Binagdan. Bonsoir. Il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à destination de l'association ACT. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord, non pas de prendre acte, mais de voter pour cette subvention? Merci beaucoup. La 25, madame Moreau. Il s'agit d'une attribution de subvention exceptionnelle à la CSEG Arcage au titre de l'action des ateliers socio-linguistiques. Alors, c'était là que madame Gassama, madame Fernandez, madame Attaf et madame Faucillon ne prenaient pas part au vote. Elles n'aiment pas le côté social. Toute la salle vote pour. Je vous remercie. La 26, madame Zouaoui. Bonsoir. Il s'agit donc d'autoriser monsieur le maire à procéder au versement d'une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l'association Chandon-Grésillon. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. La 27, madame Gassama. Bonsoir. Dans la continuité, il s'agit d'autoriser monsieur le maire à verser une subvention exceptionnelle à l'association Couleur Tropique, le montant de 1 500 € pour l'organisation d'une journée culturelle dédiée à la valorisation de la musique traditionnelle K. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. La 28, madame Lafont. Oui, bonsoir. Il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 500 € à la régie du quartier du Luth pour l'organisation des 30 ans de la régie. Merci beaucoup. Et mesdames Lanoiselet, Zouaoui, Blanc et Chala et monsieur Damoun, et je pense qu'on a oublié monsieur Briffaut, ne prennent pas part au vote. Et j'en profite pour féliciter monsieur Briffaut qui préside cette régie de main de maître et qui a une belle équipe avec lui. Et on a une régie qui fonctionne très bien. Merci beaucoup. L'unanimité. L'unanimité. 29, madame Lanoiselet. Alors, il s'agit d'attribuer des subventions aux associations dans le cadre de l'appel à projet Transition 2025 afin d'encourager l'émergence de dynamiques solidaires et citoyennes pour développer des projets concernant la transition écologique. Merci. L'unanimité. Merci beaucoup. 30, monsieur Boucriche. Si l'attribution d'un montant de 1 700 € d'une subvention à l'association du club de plongée CPG pour le transport de la sortie annuelle des adhérents du club. Merci. L'unanimité pour cette subvention? Oui. Je vous remercie. 31, toujours monsieur Boucriche. Cette fois-ci, c'est une attribution de 750 € à c'est l'AS du collège Édouard Vaillant pour une participation au championnat de France, UNSS. Alors, il semblerait que M. Damoun ne puisse pas prendre part au vote sur cette délibération. Est-ce que tout le monde est d'accord pour voter pour? Oui, je vous remercie. 32, Mme Morel. Alors, il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Sea Shepherd France pour son action de sensibilisation à la protection des océans à la destination des collégiens du grand public, puisqu'ils étaient venus le 3 juin, avaient rencontré les collégiens et les lycéens l'après-midi et le soir la population genevilloise. Subvention de 1 200 €. J'ai vu même que le président de la République avait refusé l'accueil de M. Watson récemment. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. 33, Madame Desmaîtres. Oui, il s'agit de l'autorisation de signer de l'avenant numéro 7 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville et l'association Gennevilliers Basket Club pour l'attribution d'une subvention à l'association Gennevilliers Basket Club pour un montant de 10 000 € au titre de la saison 2025-2026
Ça correspond à la prise en charge des transports pour la compétition car et train. Et je tenais à dire que dans la poule de GBC Basket, il y a 3 clubs du département. Il y a Rueil, Courbevoie et Gennevilliers, donc il faudra venir les voir. Il faudra les battre. Ben voilà, il faudra les battre et surtout venir les voir. Ouais, donc, ils ont bien sont comme... à 2 matchs et ils ont 2 matchs de gagner là, donc c'est bien parti. Oui, leur déplacement à la Charité-sur-Loire, ils ont gagné. Voilà. On attend le match retour. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. La 34, Madame Moreau. Il s'agit d'une autorisation de signature de l'avenant numéro 4 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville et l'association du CSMG Rugby pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 3 000 € dans le cadre de l'obtention des titres de champion de France fédéral B et championne de France AX à l'association du CSMG. Excusez-moi. Merci. Monsieur Grichy et Monsieur Dany ne prendront pas part au vote. Il y a l'unanimité. Merci. 35, Monsieur Labadie. Il s'agit d'autoriser la signature de l'avenant numéro 1 de la convention entre la ville de Gennevilliers et l'association Cas de Clic Numérique, qui s'occupe notamment d'ateliers pour aider à accéder à ces droits dans le cadre de démarches administratives qui sont de plus en plus dématérialisées. Merci. Alors, Madame Gassama, Fernandez, Attaf et Faucillon ne prendront pas part au vote pour la même raison que tout à l'heure. L'unanimité, merci. 36, Madame Morel. Il s'agit de l'autorisation de signature de l'avenant numéro 10 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association ACSEG Arcag. Bon, j'ai pas bu, mais j'ai encore inversé. Avant la délibération précédente, tout le monde pouvait voter. C'est sur celle-ci que les dames ne peuvent pas voter. L'unanimité, je vous remercie. 37, Monsieur Duguay. Oui, il s'agit de la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail en 2026. La loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques autorise les commerces de détail à ouvrir le dimanche toute la journée, au maximum de 12 fois par an. Dans l'intérêt des salariés, la ville de Gennevilliers propose de fixer à 5 dimanches la dérogation au repos dominical. Merci. Pas d'intervention. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. 38, Monsieur Duguay toujours. Donc il s'agit de la modification du cahier des charges pour la rétrocession du fonds de commerce du local situé au 4 allées Maria Casares et relance d'un appel à candidature sur la base du nouveau cahier des charges. Merci. Allez-y. Nous sommes pour. On tient à attirer votre attention sur le fait que Gennevilliers souffre d'un manque criant de commerce. La ville s'éteint peu à peu, il n'y a plus de vie dans nos rues, plus de dynamisme ni plus de rayonnement. Les habitants le ressentent au quotidien et se sentent abandonnés. Il est urgent de réagir. Gennevilliers ne peut pas rester comme cela, comme une ville dortoir. Sans commerce, il n'y a pas de vie. Merci, vous avez raison sur votre conclusion. Sans commerce, il n'y a pas de vie. C'est pour ça qu'on se bat avec Roger Duguay et les autres élus pour avoir des commerces. Il ne vous a pas échappé que partout en France, les commerces ont du mal et que dans toutes les villes, le commerce diminue et que chez nous, il a plutôt tendance à augmenter, même si on a quelques failles dans quelques endroits et donc on se bat pour arriver à compléter le commerce dans notre ville et on a réussi déjà avec l'avenue de Naturalia, de Picard, à diversifier déjà une présence commerciale et qu'on espère intensifier. Mais c'est un long combat qu'on doit mener. Merci. Qui est donc l'unanimité? Délibération 39, Monsieur Briffaut. Oui, c'est une consultation publique portant sur la demande présentée par la société Success au fut exploité à Gennevilliers, au 27 rue du Port, rue du Bassin numéro 6, une installation installée pour la protection de l'environnement soumise à l'autorisation visant à moderniser la réception, le stockage et l'expédition de pétrole brut sur ce site. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. 40, Monsieur Duguay. Oui, il s'agit d'une opération de construction neuve de 60 logements par Gennevilliers Habitat, donc le lot B2-2B, ZAC des Chantraines, garantie d'emprunt pour un montant total de 11 943 216 €.
Merci. Alors, Madame Mansieri, Lafont, Pérez, Attaf, Fernandez et Messieurs Bouloré-Leclerc ne prendront pas part au vote. Est-ce que le reste de la salle est d'accord pour voter? Oui. L'unanimité. Je vous remercie. 41, Madame Desmaîtres. Oui, là, c'est une opération de construction neuve de 62 logements, lot B2, 3B, ZAC Sud de Chantraine, garantie d'emprunt pour un montant de 10 913 809 €. Merci. Même vote et même non-participation. Je vous remercie. 42, Madame Desmaîtres. Oui, là, c'est au quartier Fossé de l'Aumône, l'approbation de la cession par la ville de Gennevilliers au département des Hauts-de-Seine des parcelles cadastrées, section Z, numéro 386, 289 et 274, d'une surface cadastrale totale d'environ 11 326 mètres carrés, 6, 25, 27 rue de la Couture d'Auxerre et rue Arthur Rimbaud, en vue de la réalisation du 4e collège de Gennevilliers Jacques Brune et son gymnase. Merci, c'est le projet qu'on a vu en début. L'unanimité. Je vous remercie. 43, Monsieur Bernier. Bonsoir, il s'agit de l'approbation de la cession d'un bien situé à Gennevilliers, 10 rue Henri Barbus, parcelle cadastrée, section AL 989P, d'une superficie cadastrale d'environ 245 m² au profit de la CSSV Barbus, en vue de la construction d'un programme de 14 logements et la création d'une servitude de passage. Merci. Pas de questions. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. 44, Monsieur Noël. Alors, toujours une approbation de cession par la ville à l'EPT. Là, cette fois-ci, nous sommes rue Georges Toreton, sur une superficie cadastrale de 395 m². Merci. C'est le centre-ville qui redémarre. L'unanimité. Je vous remercie. 45, Madame Attaf. Oui, toujours le même secteur, donc c'est l'approbation de la cession par la ville de Gennevilliers à l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine de la parcelle cadastrée section AHDP1, située à Gennevilliers, rue Georges Toreton, d'une superficie cadastrale de 471 m² environ, en vue de la réalisation du lot de construction D de la SAG Centre-Ville. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. 46, Madame Lafont. Oui, là, donc c'est l'approbation de la cession d'un terrain à bâtir à Gennevilliers, 23 rue Jean Jaurès et 32 rue du Puisard, d'une superficie cadastrale d'environ 1217 m² au profit de Gennevilliers Habitat, en vue de la construction d'un programme de 27 logements sociaux pour une surface de plancher d'environ 1895 m². Merci. Même vote. Même vote. 47, Madame Moreau. Il s'agit d'une approbation de l'acquisition d'une exploitation agricole nourricière située dans les communes d'Argentière et de Chaumes-en-Brie dans le 77, département de Seine-et-Marne, afin d'y développer une ferme maraîchère et fruitière communale. L'objectif principal est la création d'un circuit court en vue d'alimenter les Gennevillois, les Gennevilloises et les populations locales avec des productions de qualité et respectueuses de l'environnement. L'ambition est de produire des fruits et légumes biologiques afin d'approvisionner les distributions alimentaires municipales trimestrielles, le self municipal géré en régie directe, ainsi qu'une partie des repas élaborés par le CIRECT, soit environ 2000 repas par jour, alimentant ainsi les crèches et le portage à domicile. Je vous remercie. Merci. Ce projet avance. Pas d'intervention. Un contre. Je vous remercie. L'unanimité pour le reste, je n'ai pas demandé aux autres. Je vous remercie. 48, Monsieur Bernier. Il s'agit d'autoriser la signature de la convention entre l'éco-organisme Citeo et la ville de Gennevilliers. L'éco-organisme Citeo gère la responsabilité élargie des producteurs des emballages et papiers mis sur le marché par les fabricants et distributeurs. Ce dispositif repose sur le principe du pollueur-payeur et cela permet en partie de rendre les entreprises responsables financièrement de la gestion de la fin de vie de ces déchets. À cette fin, la convention qui est soumise à notre approbation permettra à la ville de Gennevilliers de percevoir des soutiens financiers de Citeo afin d'encourager la mise en œuvre d'actions diversifiées de lutte contre les déchets abandonnés. Et au préalable, la ville devra rédiger son plan de lutte contre les déchets abandonnés, PLDA, constitué d'un diagnostic d'action, de prévention et de nettoiement. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. 49, Monsieur Ndiaye. Il s'agit d'approuver l'avenant numéro 2 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre l'association Jardisciences
et la ville de Gennevilliers et autorise M. le maire à signer le dit avenant qui précise la participation financière du département à hauteur de 29 000 € au titre du contrat d'engagement quartier 2030 pour l'année 2025. Merci. Unanimité. Je vous remercie. Et enfin, la dernière délibération, M. Duguay. Oui, il s'agit donc de l'autorisation de signature de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre le CIPEREC et la ville de Gennevilliers pour la rénovation énergétique du groupe scolaire Paul Langevin. Merci. Madame Massard et M. Briffaut ne prendront pas part au vote. Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Je vous propose que l'on passe aux vœux. Le premier vœu, Gaza, cessez-le-feu immédiat. Madame... J'ai pas de 51. Madame Lanoiselet. La situation à Gaza, après 23 mois de guerre génocidaire menée par Israël, a empiré durant l'été. L'ONU a officiellement déclaré la famine, provoquée délibérément par l'État d'Israël, alors que les aides humanitaires restent bloquées dans les pays voisins. À cette déclaration s'ajoutent les conclusions de la commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU sur le territoire palestinien occupé, qui confirme qu'Israël a commis un génocide à l'égard des Palestiniens dans le cadre de la guerre menée à Gaza en riposte aux attaques sanglantes du Hamas le 7 octobre 2023. Aux bombardements ciblant la population civile, aux assassinats ciblés visant les journalistes et aux destructions systématiques d'infrastructures s'ajoutent des massacres autour des centres dits de distribution. La population subit la faim, la soif, le manque de médicaments et les bombardements, les enfants étant les premières victimes. Toute la population est désormais menacée de mort. Le gouvernement israélien, malgré les mises en garde de l'ONU et de nombreux États, met en œuvre un plan visant à s'emparer de la ville de Gaza. La population, déjà bombardée et réfugiée dans des abris précaires, est contrainte de se déplacer, tandis qu'Israël annonce son intention de raser entièrement cette grande ville palestinienne. En Cisjordanie, dont Jérusalem-Est occupée, la population subit sièges, déplacements forcés, exactions, arrestations arbitraires, démolition de maisons de la part de l'armée des colons, tandis que l'extension des colonies continue. Le Parlement israélien a voté l'annexion de la Cisjordanie et le plan de colonisation de la zone E1, qui coupe la Cisjordanie en deux et rend impossible la création d'un État palestinien. Premier ministre israélien, honteusement soutenu par les États-Unis, a affirmé le 11 septembre, je cite, « Il n'y aura pas d'État palestinien, cet endroit nous appartient ». En toute impunité, Israël poursuit ses bombardements au Liban, en Syrie et au Qatar, dans une stratégie guerrière visant à redessiner le Moyen-Orient, sinon à y semer le chaos. La ville de Gennevilliers condamne la guerre génocidaire menée par Israël contre le peuple palestinien. Elle dénonce l'impunité dont bénéficie cet État, avec le soutien actif des États-Unis et l'absence de sanctions européennes, ainsi que les violations répétées du droit international et son projet de déplacement et d'élimination des Palestiniens. Cette situation constitue une véritable honte pour l'humanité et va marquer notre siècle. Lors de l'Assemblée générale des Nations unies le 22 septembre, le président de la République française a reconnu l'État de Palestine. Cette décision, bien que tardive et assortie de conditions restreignant la souveraineté palestinienne, ne prend tout son sens que si elle s'accompagne d'un véritable respect du droit à l'autodétermination des peuples et de mesures concrètes pour mettre fin à l'occupation, à la colonisation et à l'apartheid subis par le peuple palestinien. L'urgence est de sauver le peuple palestinien face au massacre et à la famine, ce qui nécessite des actes immédiats. C'est pourquoi le conseil municipal demande au gouvernement d'intervenir pour exiger la réouverture immédiate et massive à l'aide humanitaire à Gaza, sous le contrôle de l'ONU et des ONG internationales,
et l'accès de Gaza aux soignants et journalistes internationaux. La conclusion d'un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza, l'arrêt immédiat des bombardements et le retrait des troupes terrestres israéliennes, la libération des prisonniers politiques palestiniens et la libération des otages israéliens du Hamas. L'engagement d'une force de protection de la population palestinienne de Gaza sous l'égide de l'Assemblée générale de l'ONU, ayant notamment la mission de superviser et d'assurer l'acheminement de l'aide alimentaire, sanitaire et humanitaire. La mise en œuvre par la France des mandats de la CPI, Cour pénale internationale, et l'ouverture d'enquêtes sur les franco-israéliens et membres du Hamas de nationalité française susceptibles d'avoir commis des crimes de guerre. Que la France engage des sanctions contre Israël sur le plan diplomatique et par la remise en cause des coopérations commerciales, universitaires et de recherche avec Israël. La suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et enfin, le boycott des produits, entreprises et institutions israéliennes ou internationales directement liées à l'occupation ou au soutien du régime israélien. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Le vœu suivant, Madame Zouaoui. Bonsoir. Donc, le vœu présenté par le groupe des élus Front de Gauche Gennevillois. Vœu en soutien aux mobilisations du 10 et 18 septembre 2024 et exigence pour le budget de l'État. Depuis 2017, citoyens, travailleurs et collectivités locales subissent les conséquences des politiques d'austérité menées par Emmanuel Macron. Réforme des retraites et de l'assurance chômage, précarisation du travail avec remise en cause du CDI, gel et donc baisse du SMIC, augmentation des impôts indirects, réduction des remboursements de la sécurité sociale, baisse des APL et des minima sociaux. La liste est encore longue. Toutes ces mesures ont pour point commun de faire payer les classes populaires et moyennes et les collectivités locales qui doivent supporter de nouvelles baisses. 10 millions d'euros rien que pour Gennevilliers. Nos services publics se dégradent faute d'investissements suffisants. À l'inverse, le budget militaire fait l'objet d'une augmentation considérable, atteignant 413 milliards d'euros pour 2024-2030. Cette priorisation budgétaire place la défense devant l'éducation nationale, secteur qui traverse pourtant une crise majeure. Alors que la situation s'aggrave d'année en année, les gouvernements successifs multiplient encore et toujours les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, sans la moindre contrepartie sociale et écologique. Le sénateur communiste Fabien Gay a établi dans son rapport du mois de juillet que l'État consacrait 211 milliards d'euros à ces grandes entreprises sans le moindre contrôle. Nous sommes confrontés à une crise écologique et sociale sans précédent, mais le président persévère dans la casse sociale sans daigner tendre l'oreille à celles et ceux qui proposent pourtant des solutions clés crédibles. Et pourtant, au mépris des revendications des Françaises et des Français, ce président, ni de droite ni de gauche, vient de nommer son 7e Premier ministre de droite. Nomination, une fois encore, contestée dans sa légitimité. Face à ces constats, le conseil municipal de Gennevilliers, après les mouvements du 10 et du 18 septembre, exige un changement profond de politique qui se traduisent dans l'adoption du futur budget de l'État et qui doit porter sur une justice fiscale, donc taxation accrue des grandes fortunes, lutte contre l'évasion fiscale, conditionnement strict des aides publiques aux entreprises.
un renforcement des effectifs dans les services publics, donc l'éducation, la santé, la solidarité, création de postes plutôt que suppression, et moyens pour les collectivités territoriales. La lutte contre la précarité et l'exclusion, mesures d'urgence pour les plus fragiles, investissement dans la protection sociale, la transition écologique, une transition écologique ambitieuse, créant des emplois pérennes dans le logement social, le transport en commun, la rénovation énergétique. Et enfin, la réduction du temps de travail, partage des richesses, démocratisation des choix stratégiques. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des interventions? Y a-t-il l'unanimité sur ce vote? Oui. Je vous remercie. Troisième vœu, Madame Gherardi. Pour un arrêt de bus devant la ferme de l'Horloge. Il y a 4 mois, un bateau heurtait la structure du pont de l'île Saint-Denis, mettant à mal la mobilité des Gennevillois, notamment toutes celles et ceux qui empruntent quotidiennement le T1, qui ne circule plus sur ce tronçon. Aussi, même si la RATP a immédiatement mis en place des bus navettes afin de tenter de pallier à l'arrêt de ce tramway, les conséquences négatives ont été immédiates. Des conditions de voyage dégradées, un bus n'ayant pas la capacité d'accueil d'un tram, les usagers voyagent désormais très serrés. Des temps de transport largement rallongés, des connexions intermodales, plus compliquées et des correspondances multipliées. De plus, jusqu'à la mi-septembre, la RATP avait maintenu une tolérance en autorisant ses conducteurs à marquer l'arrêt à la station Timbaud en direction des Courtilles, alors que la hauteur du quai n'est pas tout à fait adaptée à celle du bus, ce qui entraîne un potentiel danger pour les usagers. Cela excusez-moi, j'ai un peu de mal avec mes lunettes. Cela se comprend dans la mesure où cette station, située à proximité des résidences Fernand B, Jean Moulin et Grand-Erge, constitue un arrêt essentiel pour de nombreuses familles. Il permet également une bonne desserte des restaurants et d'autres commerces qui se trouvent dans cette partie du village. Or, faute d'avoir une autorisation de la municipalité pour maintenir un arrêt juste à côté de cette station Timbaud, ce qui serait techniquement possible devant la ferme de l'Horloge et qui occasionnerait un décalage de ce nombre de 10 mètres, la RATP a déplacé l'arrêt de bus avant le rond-point Timbaud, ce qui altère un peu plus encore le niveau de service aux usagers. À titre d'exemple, certaines familles dont les enfants sont scolarisés au LUT y vont désormais à pied. Les personnes à mobilité réduite ont du mal à prendre ce transport en commun. Les habitants qui font leurs courses au centre commercial Leclerc doivent faire le trajet à pied, même quand ils sont chargés. Vous qui vous dites à l'écoute des Gennevillois, vous auriez pu prendre les devants et proposer un arrêt situé à 10 mètres en donnant les autorisations nécessaires pour cela. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et c'est pourquoi, à travers ce vœu, nous vous demandons de bien vouloir vous rapprocher de la RATP dans les meilleurs délais et donner votre accord pour un arrêt devant la ferme de l'Horloge. Ce décalage de quelques mètres n'entraînera ni danger pour les voyageurs, ni trouble de la circulation pour les autres véhicules. Merci. Merci. Votre vœu est quasiment exaucé puisqu'on a vu la RATP. Madame Lafont. Oui, donc ce vœu fait suite, comme vous l'avez dit, à l'interruption du tramway T1 suite à la collision survenue entre une barge de transport et un pont ferroviaire qui enjambant la Seine à proximité du tracé du tramway T1. Donc cet incident a fragilisé une infrastructure supportant la ligne, poussant les autorités de transport à interrompre la circulation par mesure de sécurité. La municipalité partage pleinement les préoccupations exprimées par les habitants concernant les conditions de transport. Dès la survenue de l'incident, nous avons pris contact avec la RATP pour comprendre les modalités de mise en place du service de substitution
Il convient de rappeler que la RATP détermine de manière autonome les emplacements d'arrêt provisoire selon ses propres critères de sécurité et d'exploitation. Cette compétence relève exclusivement de l'autorité organisatrice des transports, non des communes traversées. Ainsi, contrairement aux affirmations de ce vœu, nous n'avons reçu aucune sollicitation de la RATP concernant un éventuel arrêt devant la ferme de l'horloge. La RATP nous a confirmé que le choix des emplacements actuels répond à des impératifs de sécurité des voyageurs, particulièrement pour les personnes à mobilité réduite. Si votre proposition était retenue, les usagers devraient faire face à une marge de 30 à 40 cm de hauteur, ce qui provoquerait immanquablement des accidents. De plus, cet arrêt ne respecterait pas les normes d'accessibilité PMR, alors que tous les bus de substitution sont équipés pour permettre un accès de plein pied. Plutôt que d'alimenter une politique stérile en nous attribuant des responsabilités qui ne relèvent pas de nos compétences, nous nous concentrons sur l'essentiel. À cette fin, nous avons demandé à la RATP d'étudier le rétablissement d'un arrêt au niveau de la station Timbaud, dans des conditions d'embarquement et de débarquement sécurisées pour tous, notamment les plus vulnérables. Nous restons dans l'attente du rétablissement du service tramway dès que la pile du pont aura été réparée, seule solution durable à cette situation exceptionnelle. Par ailleurs, le maire a sollicité la RATP et le département afin qu'ils entreprennent des travaux de réfection rue Pierre-Timbaud et plage en Grandelle. Les importantes déformations de la chaussée présentent un réel danger pour les usagers. Une réunion de coordination a été organisée avec leurs services techniques et nous attendons actuellement leur réponse concernant la programmation des interventions nécessaires. Je vous invite donc à rejeter ce vœu qui méconnaît les réalités techniques et réglementaires de cette situation à des fins de seule polémique. Merci. On va passer au vote. Qui est pour ce vœu? Madame Guirardi, j'imagine. Merci. Qui est contre ce vœu? Le reste, je vous remercie. Je vous propose de passer à la question orale du groupe Les Jeunes Villois. Madame Guirardi. Demande du rapport de la commission sécurité de la maternelle Henri Vallon au 1er septembre. Au 1er septembre, les conditions d'accueil des enfants scolarisés à la maternelle Henri Vallon étaient à proprement parler inacceptables, trop peu sécurisantes pour que des enfants de moins de 6 ans puissent être pris en charge dans de bonnes conditions. Et si, depuis, des travaux ont été effectués par la ville afin de pallier partiellement aux carences du site en matière de sécurité, nous souhaitons nous procurer le rapport de la commission de sécurité qui a préalablement statué sur la conformité de l'établissement et autorisé son ouverture pour cette rentrée. Merci. Merci. Madame Toumi, pour la réponse à la question orale. Réponse qui va venir compléter ce qu'on a pu avoir sur le point de rentrée. Donc effectivement, à la rentrée scolaire, les parents et les enseignants de l'école Henri Vallon maternelle ont exprimé des remarques qu'on a immédiatement considérées comme absolument légitimes puisque nous les avons reçues le 2 septembre, le lendemain de leur saisie, et nous avons pris en compte leurs préoccupations en réagissant au plus rapide pour leur apporter les réponses nécessaires. Votre question porte sur la validation des installations par la commission communale de sécurité et je ne saurais imaginer que vous remettez en doute le fait que l'avis rendu le 29 août 2025 est favorable. Ce document, je vais vous le remettre, c'est un document qui est public et je vous confirme donc que l'établissement peut accueillir les élèves en toute sécurité. Cette commission est un organe technique qui est composé, et c'est peut-être sa spécificité que vous méconnaissez, de représentants des pompiers, de la préfecture et de la commune. Elle a pour rôle de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux normes de sécurité incendie et son avis conditionne l'ouverture de tout établissement. Cet avis favorable s'accompagne, c'est quasiment systématiquement le cas, de prescriptions. Ici, il y a 17 prescriptions complémentaires qui sont intégralement prises en compte, évidemment, par les services municipaux. Ces prescriptions, pour la plupart classiques dans ce type d'établissement, font l'objet d'un suivi de notre côté extrêmement rigoureux. J'ajouterais que la commission
de prévention sécurité de l'éducation nationale travaille à nos côtés et est rendu 2 fois sur site afin de vérifier avec nous la mise en œuvre de ce qui ne faisait pas partie des prescriptions complémentaires, mais bien des inquiétudes parentales en termes de qualité d'accueil sur le site. Je vais reprendre ces 17 prescriptions, comme ça les choses seront faites. La première, déposer un dossier de régularisation concernant les changements d'affectation des locaux. Vous trouverez que cette régularisation, sans être inquiétante, est évidemment nécessaire suite aux modifications apportées au plan initialement transmis à la préfecture par la ville. En effet, entre la soumission des plans à la préfecture pour avis et la visite effective de la commission de sécurité, les échanges ont été extrêmement intenses encore entre l'éducation nationale et nos services, et il y a eu la formulation de demandes d'adaptation d'organisation des salles. Donc ces modifications, motivées par des considérations pédagogiques et fonctionnelles, doivent désormais être reportées sur les plans officiels afin de garantir la concordance entre la configuration réelle de l'établissement et les documents administratifs de référence. Deuxième prescription complémentaire, assurer la vacuité permanente de l'ensemble des issues de secours. Il n'y a pas grande surprise là-dedans, rien que de très ordinaire. Il faut absolument dégager les issues de secours et c'est ce qui a été fait puisque les cartons ont été réintégrés dans l'ensemble des salles entre le vendredi fin de journée et l'arrivée des enfants. Il s'agit pour la prescription 3 d'isoler l'ensemble des réserves et des caves conformément à l'article C028 du règlement de sécurité ou interdire le stockage. Il s'agit là d'une prescription classique que l'on retrouve dans toutes les commissions de sécurité, dans tous leurs PV, qui concerne les ERP de cette catégorie. Cette mesure vise à prévenir la propagation d'un éventuel incendie depuis les zones de stockage vers les espaces d'accueil du public. La vigilance doit d'ailleurs être permanente dans l'ensemble de nos établissements scolaires, puisque je rappelle que stocker des cartons, des réalisations d'élèves dans des couloirs, dans des évacuations, comme dans des réserves, c'est freiner les évacuations éventuelles, et ça, nous devons conjointement y veiller. Prescription complémentaire 4. Limiter à 19 personnes maximum l'ensemble des classes qui ne disposent pas du nombre de dégagements suffisant conformément à la réglementation en vigueur. Pour se conformer à cette règle de sécurité et malgré une organisation des locaux qui avait été établie par les enseignants lors de nos concertations, nous allons, donc toujours en concertation avec l'éducation nationale, procéder aux adaptations nécessaires de la répartition des classes afin de garantir le respect de ces 19 individus maximum. Prescription 5. Permettre l'évacuation du public de l'école modulaire maternelle en créant depuis la cour 2 ouvertures dans les palissades de chantier, une de chaque côté, donc des modulaires. S'assurer d'un mariérage permettant d'assurer la sécurité du public vis-à-vis du chantier. Il n'a échappé à personne que nous avons un point de rassemblement qui est situé dans la cour de la maternelle, qui a été validé par la commission de sécurité, ce qui fait qu'on a effectivement un avis favorable. Néanmoins, il n'a échappé à personne que la rue, en termes de voirie, n'a pas été achevée et que pour pouvoir renforcer les cheminements d'évacuation sur un deuxième point de rassemblement, les services de secours souhaitent que quand la rue, en termes de voirie, sera terminée et accessible, nous puissions installer les 2 portails qui sont programmés et commandés, l'un pour les livraisons du CIREC, l'autre donnant directement sur l'extérieur de l'enceinte de l'établissement. Des réceptions de la voirie et du matériel, ces travaux seront réalisés avec, une fois les portails posés, un portillon posé au droit du mur de l'office pour isoler la zone. Prescription 6. Assurer la surveillance des SSI en permanence pendant la présence du public. Là aussi, c'est une prescription particulièrement classique, systématiquement formulée pour ce type d'ERP. Elle prévoit notamment que les consignes incendie doivent être en permanence visibles, ce qui est effectivement le cas dans l'établissement. Prescription 7. Interdire les systèmes de calage installés sur les portes de compartimentage et d'isolement. Sur cette prescription, aucune surprise, il faut que dans ce genre d'établissement, l'éducation nationale comme nos agents veillent à ne jamais bloquer les portes coupe-feu, garantissant ainsi leur fonctionnement optimal en cas d'incendie, et ceci durant les 2 années d'utilisation du bâtiment.
Prescription 8, assurer le bon fonctionnement des BAES du bâtiment principal. Ces dispositifs correspondent aux éclairages de sécurité, donc que l'on trouve au-dessus des portes avec marqué sortie. C'est évidemment essentiel pour guider l'évacuation en cas d'urgence et en cas de fumée dans les circulations. Cette prescription a été mise en œuvre. Prescription 9, branchée en amont du TGBT, le SSI du centre de loisirs. Cette poésie correspond là aussi à une prescription classique que nous respectons avec attention, puisqu'il faut garantir l'autonomie du système de sécurité incendie. Le branchement en amont du tableau électrique principal de l'établissement permet d'éviter toute interruption du fonctionnement du SSI en cas de coupure électrique générale. Autrement dit, il faut s'assurer que ça sonne et que les portes coupe-feu se ferment. Prescription 10, interdire le stockage dans les circulations et les locaux non prévus à cet effet. Je ne suis pas sûre qu'il soit nécessaire que je revienne là sur cette mesure qui garantit le libre passage en cas d'évacuation, prévient les risques incendies liés à ces matériaux combustibles. Prescription 11, limiter le stockage au strict nécessaire dans les réserves des bâtiments modulaires. Même sujet. Prescription 12, assurer la fermeture du portail côté gymnase en présence du public afin de permettre l'évacuation des personnes se trouvant au premier étage du bâtiment. Cette mesure vise à garantir que la sortie de secours reste praticable et sécurisée pour l'évacuation d'urgence. L'Éducation nationale nous a assuré que le portail donnant sur la cour qui dessert le modulaire, on est là en élémentaire, demeurerait fermé pendant les heures de présence du public. Prescription 13. Établir un protocole d'évacuation prenant en compte les PSH et l'annexer au registre de sécurité. Là, il s'agit pour l'Éducation nationale de procéder à la rédaction d'un protocole en collaboration avec la ville afin d'assurer une prise en charge optimale et sécurisée de tous les occupants de l'établissement, quelle que soit leur capacité de mobilité en cas d'évacuation. Prescription 14. Apposer les plans schématiques sous forme de pancartes inaltérables. Les plans pour ces évacuations et pour les interventions des pompiers doivent être placés dans des protections ignifugées afin de résister au feu et de demeurer lisibles en cas d'incendie. Cette mesure garantit que les informations cruciales d'orientation et d'évacuation restent accessibles aux équipes de secours et aux occupants, même dans des conditions d'urgence. Prescription 15, assurer la formation des personnels aux différents équipements d'alarme. Pareil, extrêmement classique. Il concerne tant les personnels de l'Éducation nationale que ceux de la ville. Cette formation garantit que l'ensemble des agents présents dans l'établissement maîtrisent le fonctionnement des systèmes d'alarme et les procédures à mettre en œuvre en cas d'urgence. C'est une prescription que l'on trouve dans tous les ERP puisqu'il faut, en termes de formation, avoir une périodicité. Prescription 16, faire réaliser un exercice conformément aux dispositions de l'article R33 du règlement de sécurité. Il s'agit d'une prescription extrêmement classique, prévue dans le cadre réglementaire. Et effectivement, cet exercice d'évacuation permettra de vérifier l'efficacité des procédures dont je vous ai parlé en prescription 13 et 14. Prescription 17, la dernière, poursuivre la levée des observations contenues dans les rapports précités. Il s'agit d'une prescription très classique qui vise à assurer le suivi et la résolution des points d'amélioration mentionnés dans les rapports de contrôle réglementaire réalisés par des organismes agréés ou des techniciens compétents. En termes de réalisation concrète sur toutes ces prescriptions, j'insiste sur la mobilisation constante des équipes. Et quand je dis équipe, il s'agit des équipes municipales, il s'agit des demandes adressées à GA et il s'agit aussi de la mobilisation des équipes enseignantes pour un suivi avec nos agents. Parallèlement à ce suivi réglementaire, j'insiste sur le fait que depuis l'ouverture de l'établissement, de nombreuses interventions ont été réalisées pour améliorer continuellement les conditions d'accueil. Je ne dis pas les conditions de sécurité incendie, évidemment. J'en ai déjà parlé. Pour le faire par chapitre et de façon pas exactement exhaustive, mais qui essaye de s'en rapprocher. En termes de sécurisation et d'aménagement, nous avons occulté le plateau supérieur des escaliers. Nous avons posé des protections sur les éléments de bord d'escalier de type paillasson à ventouse
je ne sais plus comment on les appelle, j'ai perdu le mot, excusez-moi. Fermeture par panneau en bois des zones sous escalier avec installation de panneaux opaques, remplacement de l'ensemble des vis à tête hexagonales par des vis à tête rondes, mise en place de protection adaptée aux angles des mobiliers, travaux de nivellement avec création de pentes douces devant les portes pour améliorer la circulation des enfants, installation de grilles à l'arrière des modulaires pour fermer les passages latéraux, renforcer la surveillance, retrait dans ancien support de gouttière et du portillon grillagé, pose de signalétique pour optimiser la lisibilité des parcours, enfouissement des câbles électriques, installation de barrières empêchant l'accès des enfants à la zone des escaliers. Une barrière de délimitation et un portillon d'accès, je vous en ai parlé, seront installés au niveau de l'ancien bâtiment Joliot-Curie pour supprimer les angles morts. En termes d'équipement et de confort, les revêtements antidérapants dans les escaliers sont conformes à la réglementation. Il y a eu le retrait par précaution des extrémités des rampes des escaliers en maternelle. La pose de poignées à hauteur réglementaire, les supports de savon et de papier ont été sécurisés, mais surtout fixés à hauteur adaptée. Des marchepieds ont été fournis pour permettre aux élèves d'utiliser des lavabos pour lesquels nous avions été alertés. Ces lavabos sont ceux des classes, ils sont destinés à un usage adulte. Néanmoins, sous la surveillance d'adultes, les marchepieds peuvent permettre leur usage ponctuel. Le système de chauffage, là aussi, a fait l'objet d'un contrôle. Il est opérationnel, mais sans surprise, il sera activé selon les conditions météorologiques et conformément aux pratiques appliquées dans l'ensemble des écoles de la ville. La question des espaces extérieurs. Un nettoyage quotidien est assuré par Gennevilliers Propreté, en particulier sur le plateau d'évolution, ce qui n'empêche pas parfois des alertes, mais ce nettoyage quotidien est réel. Il est assorti d'un nettoyage quotidien des locaux scolaires et je ne laisserai personne dire que les agents du SERA n'entretiennent pas ces bâtiments. La taille des bosquets a été faite par le service des espaces verts pour faciliter la surveillance et les opérations de nettoyage. Il y a par ailleurs une médiation qui a été renforcée pour les usagers du plateau sportif avec la désignation d'un médiateur dédié à faire respecter les horaires d'utilisation et d'utilisation du plateau et une installation en termes de signalétique informant des heures d'ouverture au public et de celles réservées à l'usage scolaire ont été apposées. Le préau du centre de loisirs, qui semblait être mal représenté dans certaines remontées du terrain, est bien mis à disposition des élèves de maternelle pour les activités physiques et sportives. En termes d'intervention d'urgence réalisée, il y a eu effectivement, je vous en ai déjà parlé, les éléments saillants, dont les morceaux de rampe, la remise en état du revêtement en maternelle, qui permet de sécuriser les cheminements, les déplacements des portes-savons, la vérification des équipements sanitaires. Mais il y a aussi des choses, les points de suspension, mais aussi des choses qui sont programmées. Donc l'installation de bandes antidérapantes sur les nez de marche, des réceptions du matériel, un aménagement d'aires de jeu, ce qui a son importance en termes d'usage de la cour de maternelle, et la réalisation des 3 marquages ludiques après concertation avec l'équipe pédagogique. Et pour finir, l'installation de la signalétique définitive qui est déjà en commande depuis 2 semaines, des livraisons par le fournisseur. Vous l'avez compris avec cette longue liste qui était peut-être nécessaire, en tout cas qui répond à des inquiétudes légitimes, qu'il s'agit pour nous d'un projet d'envergure au service de l'éducation des enfants, spécifiquement ici, en tout cas majoritairement des Agnettes. Pour mieux comprendre le contexte de cette installation provisoire, est-ce qu'elle peut avoir parfois de préoccupants, je rappelle qu'il faut avoir en tête qu'il s'agit d'un très gros projet de réhabilitation et d'extension de l'école Henri Wallon avec un investissement de 27,6 millions d'euros qui prévoit la rénovation de 34 classes existantes, la création de 4 nouvelles classes, 2 bibliothèques, 1800 m² d'espace neuf, incluant un nouveau pôle centre de loisirs, une infirmerie, des espaces polyvalents et un nouveau pôle de restauration scolaire. Donc on a un projet qui est extrêmement qualitatif au service
de 3 écoles qui seront ainsi mises aux normes d'accessibilité, ce qui n'est pas le cas dans l'ancien bâtiment, avec un patio végétalisé, des façades construites en matériaux naturels sur 6000 m². Face à l'ampleur de ces travaux, nous avions des choix à faire et nous avons fait le choix de ne pas les réaliser en zone occupée. Alors oui, nous avons imposé 2 déménagements aux enfants. Alors en zone occupée, on en aurait imposé toute une petite série. Ce sont 2 gros déménagements de l'ensemble des écoles. On impose ce déménagement aux enfants, on l'impose aussi aux équipes techniques, aux équipes éducatives et aux équipes d'enseignants. C'est donc quelque chose d'ampleur qui est parfois lourd à supporter en termes de changement. Cette décision vise quand même, je le rappelle, à préserver la sécurité et le confort de plus de 700 élèves et d'un grand nombre d'adultes pendant la durée des travaux. Le transfert temporaire dans l'ancien groupe scolaire Joliot-Curie de septembre 25 à septembre 27, pour être très court, évite aux enfants de subir 4 années de nuisances et de risques réels liés à des travaux lourds en site occupé. Donc, grâce à ce site provisoire, nous réduisons la durée des désagréments de minimum 4 ans à 2 années. D'une manière générale, je réaffirme que nous mesurons pleinement les difficultés que peuvent rencontrer les familles, non seulement avec l'installation provisoire dans ce groupe scolaire, mais aussi parce que ce sont des familles qui vivent dans un quartier qui est actuellement en phase de total changement avec la rénovation urbaine. Si cette transformation offre la perspective d'un cadre de vie entièrement rénové, qualitatif, nous n'ignorons pas les contraintes que représentent les travaux en cours pour le quotidien des habitants. Il ne s'agit pas seulement d'habitants qui rencontrent des difficultés à l'école, il y a des promesses d'avenir qualitatif et ambitieux pour le quartier, et l'école fait partie de l'ensemble des dynamiques de changement qui sont complexes. Face à ces réalités, notre responsabilité d'élu consiste à fournir une information claire, factuelle aux familles et à corriger les dysfonctionnements quand ils se présentent. Cette approche constructive vise à garantir notamment les meilleures conditions possibles pour la scolarité des enfants. Cependant, nous le regrettons, nous constatons que certains acteurs préfèrent cultiver les inquiétudes de familles qui scolarisent leurs enfants dans ce groupe scolaire, et ceci plutôt que de contribuer à l'apaisement et à la résolution par la vigilance des difficultés que nous pouvons rencontrer. Cette démarche qui privilégie la désinformation à l'action constructive ne sert ni l'intérêt des enfants, ni celui de la qualité de vie de ces familles gennevilloises. Notre engagement, je le réaffirme, demeure inchangé, travailler avec méthode et transparence pour garantir la qualité du service public d'éducation, tout en maintenant un dialogue constant avec l'ensemble de la communauté éducative. Ce début d'année scolaire a donc nécessité des ajustements rapides face aux légitimes attentes des familles. Les services municipaux sont restés pleinement mobilisés depuis le mois de juillet pour parfaire les conditions d'accueil. Et d'ailleurs, je tiens à nouveau à les en remercier. Je remercie aussi les parents qui, nombreux, nous adressent depuis notre rencontre en mairie le 2 septembre, tant leurs alertes en termes de vigilance à mener, que leurs retours qui sont désormais bien plus positifs et qui nous renforcent dans nos ambitions et dans notre énergie à finir d'agir sur ce qui doit être réglé. Cette période transitoire de 2 années, certes exigeante, permettra de livrer aux enfants gennevillois un équipement scolaire entièrement modernisé et fonctionnel en septembre 2027, en évitant les désagréments, je vous rappelle, sur 4 années, et en les réduisant à 2 années d'occupation provisoire. La sécurité et le bien-être des enfants constituent donc notre priorité absolue et ont guidé les choix qui ont été menés pour ce groupe scolaire Vallon. Cette mobilisation exemplaire de toutes les équipes municipales témoigne de notre engagement constant au service de la réussite éducative de tous les jeunes gennevillois, et nous espérons que la qualité des échanges avec les enseignants aussi pourra continuer et nous permettre de construire une nouvelle école avec les concertations que j'ai présentées en point de rentrée de façon coportée et heureuse. Merci Madame Thomy pour cette réponse exhaustive. J'imagine que vous n'avez pas... Non, il n'y a pas de débat après, Madame. Et que j'imagine que vous n'avez pas pu prendre des notes. On vous donne l'ensemble des documents. Il y a le rapport de la commission de sécurité et nos éléments de réponse. Je vous propose, est-ce que vous êtes d'accord pour prendre
acte des décisions municipales. Monsieur le maire, excusez-moi. Non, il n'y a pas de discussion. Non, c'est sur les décisions municipales? Oui, c'est sur les décisions municipales. Ouais, vas-y. Je voulais juste attirer l'attention de la majorité sur la décision municipale 118, l'acceptation de l'œuvre que beaucoup d'entre nous ont vue lors de l'exposition Trésor des banlieues, Palestime, qui est une œuvre de, j'ai oublié son prénom, Michel Dupré, qui est en lien avec l'engagement de la ville sur la situation à Gaza et en Palestine. Ils sont une acceptation de dons sans contrepartie de la part de la ville pour le fonds d'œuvres, pour le versement au fonds d'art municipal de la ville. Merci. D'autres remarques? Vous êtes d'accord pour prendre acte? Et j'ai pas levé la séance, il y en a qui se barrent déjà. Ensuite, est-ce que vous êtes d'accord pour... Enfin, vous êtes la prochaine... Pardon, excusez-moi, du coup ça m'a perdu. Je vais lever la séance et la prochaine séance sera le 19 novembre à 20h. Je vous souhaite une bonne nuit. Il y avait un écho quand même pendant que Delia parlait qui était désagréable. Ça peut être corrigé. Non, il y a un petit écho.